Salut à toutes et tous, nous sommes le mardi 26 octobre, il est 20h à Brisbane, 13h à Moscou, 18h à Pékin, il est 7h à Rio, il est 10h en temps universel et il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch. Salut, bienvenue à tous, salut Julot, salut Ishtar, salut le poids des intérêts privés, salut My Pomme de Pain, salut Oxido, salut Ticlem, salut Tiferion. Ce midi on va parler d'autoroute, on va parler de grève en haut des arbres, on va parler environnement, aménagement du territoire, on va en parler parce que dimanche dernier à la mi-journée, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger des opposants au chantier d'autoroute A69, au lieu dit de la Crémade, à l'est de Castres, où ils s'organisaient en zone à défendre, une ZAD, une tentative de ZAD, au lendemain d'une manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes. En fin d'après-midi, les forces de l'ordre avaient, par la force et donc par l'ordre, ce sont les forces de l'ordre, repris le contrôle des maisons abandonnées, où les opposants de l'A69 à l'A69 avaient pris place. Parmi les manifestants, Thomas Braille, qui avait fait plus de 40 jours de grève de la faim et quelques jours de grève de la soif en haut d'un arbre pour protester contre le projet d'autoroute. Dans le débat, dans tout ça, est-ce qu'il s'agit seulement de route? Est-ce qu'il s'agit seulement d'un bout de béton qu'on flanque là, dans la boue, pour tracer un trait entre deux pôles, pour faciliter les échanges, pour gagner du temps? De quoi on parle? On parle de gros sous, de gros béton, de grosses entreprises de BTP, de grandes projections et de grandes luttes. On va parler de ça ce midi, d'autoroute, d'environnement, de béton. On va en parler parce qu'Emmanuel Macron, le président de la République, devant les Français, à l'heure du rapport du GIEC, à l'heure de la crise climatique, a dit qu'il adorait ça, la bagnole, qu'on adorait tous la bagnole. Un président ne devrait pas dire ça, souffle certains. Les autoroutes, on n'en veut pas, rétorquent d'autres. Ça projette pas mal de questions. Tout ça, d'ailleurs, posez-les dans le chat. Je vais essayer de relayer celle de tout le monde, c'est promis. Je vais essayer, en tout cas. Et pour y répondre, parce que moi, j'y connais moins que mes trois invités, j'ai donc trois invités. Maxime Génévrier à ma gauche. Salut Maxime. Bonjour. Maxime, tu es urbaniste indépendant, professeur d'urbanisme à la Sorbonne. C'est ça. Yamina Saeb, bonjour. Bonjour. Salut Yamina, toi tu es chercheur à l'OFCE. L'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Tu es enseignante à Sciences Po et tu es surtout l'autrice du 3e rapport du GIEC. Et en face de moi, Rosé Rexac, tu es journaliste de Humanitaire, le Écho pour cause écologique et animale, qui est un média, qui a une association, qui est un média surtout en fait engagé pour le climat et la justice sociale. Et tu étais à la mobilisation ce week-end à la Crémade. Alors je vais peut-être commencer par toi. C'était comment? Déjà bonjour tout le monde. C'était comment? Festif. On s'est retrouvés avec pas mal de personnes qu'on connaissait. Moi du coup je suis reporter terrain, donc forcément je suis souvent je côtoie souvent ces personnes-là. La manifestation, tout le week-end s'est déroulé d'une façon assez cool, tout simplement. C'était des gens engagés qui venaient pour la lutte. Il y a eu deux, trois conflits, on va dire, le samedi. Des incidents. On dit des incidents. On va dire incidents. Il y a eu deux, trois... J'en perds mes mots, désolé. Alors, je suis pas très habitué à faire ce genre d'exercice. C'est pas grave, non, c'est bon. Mais tu vois, je suis le malin derrière les vidéos. Attends, je te rassure tout de suite, on a un chat qui est très bienveillant. Super. On a 1 heure pour parle, tout est cool. Hein. Voilà, Zen. Donc voilà, et en fait, finalement, tout le monde est rentré. Et le lendemain, en fait, du coup, il y a eu la police qui est arrivée. Parce qu'il me semble que tu avais été à Sainte-Soline aussi, où là, ça avait été particulièrement violent. Exactement. Parce que tu as le gouvernement, en gros, qui dit que pour l'essentiel, à la fin dimanche, c'était des personnes spécialement radicalisées. C'était pas vraiment le cas, il me semble. En fait, c'est ça, c'est qu'on vit des choses en tant que journaliste, reporter, moi déjà, je vais sur le terrain et j'y vais je vais tout le week-end. J'arrive pas à la dernière minute et je vais filmer comme certains médias. Et en fait, on arrive et on subit une violence qui est extrême de la part des forces de l'ordre. Et désolé, mais je le vis vraiment en tant que journaliste. Hein. C'est-à-dire de se faire bombarder par des GM2L et devoir partir parce que sinon on perd une jambe ou un pied, c'est pas très plaisant. Des grenades. Des grenades GM2L, exactement. Et en fait, on rentre à la maison et on voit que y a des propos, par exemple de Darmanin ou d'autres médias, qui détournent totalement la vraie histoire. Donc voilà un peu moi comme je l'ai vécu, et il s'avère que là, à la 69, en fait, je me suis mis à pleurer. C'est pas normal, moi je trouve ça pas normal de me retrouver avec Paloma Moritz dans les bras en train de chialer, pendant qu'il y a toute la confrontation entre policiers au milieu des bombes lacrymo. Moi je trouve ça pas normal, et en fait, on comprend... Alors récemment, depuis la rentrée, je fais beaucoup de manifs, et je vois que les forces de l'ordre respectent, on va dire, la population. Ils le font assez bien. Là, en ce moment, ça fait assez bien. Et en fait, on voit tout de suite quand les forces de l'ordre, maintiennent l'ordre et font leur travail, et on voit tout de suite quand les forces de l'ordre essaient de récupérer un terrain. Et ce ressenti de... T'as des personnes qui lèvent les bras et qui se font totalement dégager comme si c'était des objets.
enfin, on le ressent vraiment quoi, sur le terrain, on l'aperçoit. Et c'est là où on comprend qu'il y a vraiment une violence qui est totalement disproportionnée par rapport à, comment dire, ce qui est en face, enfin, par rapport à ce que les manifestants peuvent échanger avec les gendarmes. Je sais pas si je m'exprime bien, mais... Tu t'exprimes très très bien. Ouais. Et ça s'est terminé comment? Pour ma part, bon, dans l'ensemble, la journée s'est terminée comment? Dans la tristesse et un peu, pas une peur, parce que j'ai pas peur. Je suis un peu, je pense, reporter terrain, on est attiré par ça, on veut filmer, on veut vraiment... Enfin, moi, mon objectif, c'est de contourner ces médias et des Darmanin qui vont dire n'importe quoi. Donc moi, j'y vais vraiment avec tout cœur et je vais montrer les images. Mais je pense dans un désespoir. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Après, il y avait quelque chose, un côté qui était très bien côté manifestant, c'est que la plupart du temps, moi, j'étais très désespéré et très pessimiste. Et pour le coup, eux, ils étaient dans la lutte continue, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Alors, il y a eu cette tentative, on va dire, c'est un peu bête comme mot, mais cette tentative de ZAD pour arrêter ce projet. Bon, le gouvernement dit que ce projet aura lieu, qu'il va en suspendre d'autres. Pourquoi le gouvernement tient tant que ça à ces projets d'autoroute? Le gouvernement tient tant que ça à ces projets d'autoroute, à l'heure du rapport du GIEC, à l'heure de la crise climatique? Alors, je pose la question peut-être à toi, Yamina, ou à toi, Maxime. Et aux deux même. On a tout le temps. Question difficile parce que je suis pas porte-parole du gouvernement. Non, mais en fait, bon, il y a, je dirais, il y a le gouvernement et d'autres acteurs en fait, parce que faut pas confondre, je dirais, la prise de parole du gouvernement justement sur le sujet qui est un peu mis au front parce que la 69 est devenue un sujet national. Ou en tout cas ça tend à l'être, et les velléités des acteurs locaux qui sont peut-être concordantes pour certains, mais peut-être pas tous. Voilà, donc il y a plusieurs choses. Donc dans, je dirais, la sphère publique, il y a plusieurs paroles. Moi, je vais pas trop parler de pourquoi le gouvernement serait pour ce truc. Politique. Je dirais à l'échelle nationale, c'est pas trop mon échelle. Mais par contre, ce qu'on peut dire au niveau local, c'est que là aussi c'est difficile, moi je ne suis pas acteur économique, mais les acteurs économiques, quand on regarde les paroles de la CCI par exemple, ou des acteurs économiques locaux, des habitants qui vont se prononcer pour. En fait, c'est les difficultés que eux rencontrent notamment j'ai envie de dire, à remplir les zones d'activité économique qui sont prévues par les documents d'urbanisme de l'agglomération Castres-Mazamet, en disant on est trop loin, c'est trop long, la route nationale elle est pas adaptée, et donc on a besoin de cette autoroute pour je dirais, remplir et augmenter théoriquement l'attractivité économique du territoire. Voilà, je me suis un peu fait porte-parole de ça. Évidemment, on voit bien que derrière tout ça, il y a d'abord quand même, il y a une part de réalité quand même. Il y a une part de réalité, mais en fait voilà, c'est ça le truc, c'est que on arrive direct un peu au cœur du sujet, je trouve, mais c'est que on voit bien qu'il y a deux logiciels, deux façon de penser, de façon de voir l'avenir aussi qui s'affrontent complètement. Celle dont tu parlais à l'instant. Tu peux dire la mienne. La tienne si tu veux, mais ou celle partagée par les gens qui étaient avec toi à ce moment-là. Tu n'étais pas tout seul là-bas. Exactement. Il y a plein de policiers. Que toi. Et plein de policiers, ouais, c'est compliqué. Non, mais et puis celle des acteurs économiques qui effectivement qui ont aussi d'abord leur légitimité en tant qu'acteurs économiques et qui se trouvent être soutenus par les élus qui ont voté le projet, soutenu aussi évidemment par l'État et par la région d'ailleurs. Donc la question c'est, alors là aussi moi je suis pas politologue, donc ma question c'est pas tout le temps tu viens en tant qu'urbaniste. Exactement. Donc c'est pas tant la légitimité d'une parole contre l'autre qui m'intéresse, c'est plutôt les arguments à l'intérieur de ces paroles. Et voilà, bon, et donc, en l'occurrence, est-ce que de quel développement économique on parle quand on parle de la 69 ? Est-ce que c'est réel ? Quelles retombées on peut attendre ? Quelles conséquences ça a sur le territoire, aussi bien néfastes que éventuellement positives ? Alors, salut David Dufresne, salut à tous les raiders de David Dufresne qui ont débarqué dans le chat. Il y a le poids des intérêts privés qui est un des viewers qui dit la biodiversité c'est inestimable, le ratio bénéfice-perte est éclaté. Yamina. Oui, alors en fait ce qui est incompréhensible, c'est qu'on se retrouve dans cette situation-là, quand on se retrouve dans la situation où le gouvernement et des acteurs locaux soutiennent un projet qui est en vérité un projet climaticide aujourd'hui.
Ça, c'est vraiment incompréhensible. Après, qu'on nous sorte comme argument qu'il y a une partie de la population qui soutient, une partie des acteurs locaux qui soutiennent pour des raisons économiques, etc. Moi, je pense que c'est le rôle du politique et dans ce cas-là, le rôle du gouvernement d'être cohérent parce qu'on ne peut pas, quelques semaines plus tôt, parler d'un plan de transition écologique pour la France et on dit que ça, c'est l'écologie à la française. Et puis d'un autre côté, avoir un ministre des Transports qui soutient un projet écocide, en fait. Il faudrait de la cohérence. Cette cohérence-là, c'est le rôle du politique et je pense même que c'est le rôle, dans ce cas de figure, du président de la République d'apaiser, parce qu'on a besoin d'apaiser pour pouvoir discuter sur des bases solides. Ce qu'il décrivait, ce qui s'est passé là-bas, ne devrait pas se produire dans une démocratie saine. Donc on s'achemine de plus en plus vers une radicalisation qui est néfaste pour tout le monde et qui est surtout néfaste pour la démocratie, en fait. Et cette polarisation, elle te semble voulue, suscitée, excitée par le gouvernement ? Non, je ne dirais pas qu'elle est. Je ne sais pas si elle est voulue, hein, mais en tout cas, les positions, certaines déclarations de certains ministres, en particulier le ministre du Transport, poussent à cette radicalisation. Et l'action, quand vous avez des personnes qui viennent pacifiquement, si j'ai bien compris, manifester, et puis vous avez des forces de l'ordre qui viennent les déloger, ça ne pousse pas du tout à un débat apaisé. Et ça, c'est quand même de la responsabilité du politique d'éviter ce genre de choses. Moi, il y a aussi un truc qui m'a choqué, c'est ces termes utilisés par les ministres, éco-terroristes. Enfin, là, en ce moment, on vit du terrorisme, que ce soit à Gaza ou en Israël. En fait, et imagine la gravité de la chose. Oui, il est très important, en fait, que les politiques, et en particulier quand ils sont au pouvoir, le gouvernement, donc, le choix des mots des politiques est très très important. Donc quand on utilise le mot écoterroriste, on a vécu les actes terroristes à Paris par exemple en 2015. Donc quand vous associez la défense de l'écologie, les activistes écologistes à du terrorisme, il y a une intention derrière. On ne peut pas dire qu'on fait cette association-là sans... Enfin, moi, j'ai du mal à imaginer que les politiques qui font ça n'ont pas des arrière-pensées derrière qui ne nous disent pas. Et associer cela, faire cette association, c'est un risque majeur parce qu'en fait, les activistes du climat, ils sont très, très loin d'être des terroristes. Ils sont pour la plupart pacifistes. Et puis, ce que je comprends, moi, des différents mouvements, celui-là, mais quand on va les déloger, eh ben, moi, je suis un petit peu de loin. Et ce qui se passe, c'est que on va les déloger avec beaucoup de violence, apparemment, de la part des forces de l'ordre qui reçoivent des ordres, qui doivent exécuter les ordres qu'elles reçoivent. Et puis, bien sûr, ça peut créer des situations conflictuelles. On n'a vraiment pas besoin de ça. On a besoin, c'est ça qui est très important, en fait. La métamorphose que l'on doit opérer sur le plan écologique nécessite d'apaiser le terrain pour que l'on puisse discuter sur des bases solides. Après, par exemple, moi je vois, on nous sort des sondages un peu douteux, je dirais. C'est pas comme ça que l'on va avancer. Des sondages qui sont en faveur de l'A69, etc. Et quand vous discutez avec les personnes qui sont localement dans la région et qui vous sortent d'autres éléments du débat, alors vous vous dites, bah oui, ces sondages-là sont douteux, ces personnes-là sont un peu... Bon, il y a beaucoup de questions. En fait, le cas de la A69, je pense, qu'il repose, parce que c'est pas le seul cas, on a eu ça avec les bassines, il repose la question de la démocratie en temps de crise. Et cette réponse-là, on ne l'a pas pour le moment du gouvernement. On a plutôt une réponse on est plutôt dans l'adversité au lieu d'être dans le débat avec les citoyens. Et en temps de crise, la décision, elle ne peut pas venir uniquement d'en haut. Il y a Eberta, salut Anaris aussi, salut Nawal, salut Game with Dos. Et Berla qui te demande, c'est une question que je voulais poser après en réalité, mais on peut la poser tout de suite puisqu'elle la pose. Les autoroutes ne font-elles pas que vider les territoires ruraux en déplaçant les entreprises rurales en bord d'autoroute ? Peut-être une question peut-être plus pour toi, Maxime. Si, oui, effectivement, c'est ça. Alors, du coup, là, on est sur une question là de fond. Non, on rentre dans le dur, je voulais te la poser en fait en réalité un peu après, mais on va la poser tout de suite. On va aller dans le désordre. C'est exactement. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que tout à l'heure, je parlais donc des
des attentes de retombées économiques. En fait, ce qu'on a vu, ce qui est hyper documenté dans la recherche en aménagement du territoire, c'est que les infrastructures routières ont tendance à, en fait, ce qu'on appelle libérer du foncier, c'est-à-dire à permettre de construire autour d'elle. Alors aujourd'hui, ça tend à être un petit peu encadré, là, notamment avec la loi sur le zéro artificialisation nette, mais ça reste un peu hypothétique, peut-être un peu insuffisant. Enfin, il y a toute une critique de ça, de ce qui se passe même aujourd'hui sur les sujets. En tout cas, ce qu'on documente sur les 70 dernières années, c'est que quand on construit une autoroute, on permet autour de construire des zones d'activité, j'en parlais tout à l'heure, mais pas que, des lotissements, pour parler prosaïquement, des zones. Donc ça augmente l'artificialisation des sols et donc la perte de la biodiversité. Et la consommation. Exactement, voilà. Des zones commerciales. Oui, mais pas que. Et ça tue ce qu'il y avait avant. Oui, et ça tue ce qu'il y avait avant, en fait. Oui, mais pardon, attendez, je finis juste 2 secondes. C'est que, en fait, on a 1 heure, allez, de toute façon, on va aborder tous ces sujets-là, parce que tous ces sujets rentrent dans le thème. Hein. Évidemment que ça fait tout ça, mais ça fait même pire. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait rentrer le territoire dans une logique de système dépendant de la voiture. Ouais. C'est-à-dire que plus en fait on construit de l'infrastructure routière, plus on rend le territoire dépendant de la voiture. Et donc, pardon, je finis là-dessus, c'est que ça a tendance même à dévitaliser les parties du territoire qui ne sont pas complètement adapté à justement à la mobilité liée à la voiture directement, et évidemment à quoi je pense, aux petits centres-villes, et notamment ceux de Castres et de Mazamet en l'occurrence, et éventuellement aussi des petits bourgs qui sont traversés. Donc c'est vraiment une logique systémique, c'est-à-dire que c'est ça ce à quoi on a affaire. C'est pas simplement, je suis un tout petit peu long, mais c'est pas simplement l'artificialisation de l'autoroute elle-même, voire des abords. C'est beaucoup plus large que ça, et il faut penser le temps très long. Dans la littérature liée à la question environnementale, on trouve qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de preuves qui montrent qu'on a souvent construit des routes et des autoroutes soi-disant pour répondre à un problème de bouchons à un endroit A, et puis finalement tout ce qu'on a fait, c'est créer encore plus de bouchons et donc plus d'émissions et plus de dépendance à la voiture. Et la dépendance à la voiture, en vérité, a une conséquence très grave sur le plan social, dont on parle très peu, c'est la précarité des mobilités. Donc, et le nombre de citoyens qui vivent au quotidien la précarité des mobilités. Il faut que tu expliques peut-être un petit peu à ceux qui nous rejoignent qu'est-ce que c'est que la précarité de la mobilité. Alors, la précarité de la mobilité, c'est le fait que, étant donné que la majeure partie des déplacements domicile-travail se fait grâce à la voiture individuelle, les citoyens qui sont du premier décile, les plus vulnérables, qui gagnent le moins, ce sont des citoyens qui se retrouvent donc dépendants de la voiture et qui ne peuvent pas à la fois payer pour leurs besoins. En fait, ça devient une dépense incompressible, et ils ne peuvent pas payer pour leurs besoins de logement et en même temps le besoin de se déplacer avec la voiture pour travailler, pour aller à l'école, pour les soins, etc. Et on a de plus en plus de citoyens qui souffrent de la précarité des mobilités, et malheureusement la loi sur l'orientation des mobilités, elle ne cite pas une seule fois, je l'ai vérifié, le mot précarité des mobilités. Donc on a une loi qui date de 2019 qui ignore un phénomène qui est vécu par plusieurs citoyens. Et en mettant encore plus de routes, plus d'autoroutes, en augmentant notre dépendance à la voiture, en vérité, la conséquence, c'est qu'on va augmenter le nombre de citoyens qui vont souffrir de la précarité des mobilités. Et c'est surtout qu'on parle de 17 minutes de plus. Oui, c'est rien du tout. Ça, c'est entre 15 et 25. De moins, en l'occurrence. Bref, ça dépend dans quel sens on va. De moins. Mais ce que je comprends pas aussi, c'est pourquoi économiser dans le trajet. Ils vont aussi installer une douzaine de ronds-points en plus sur l'autoroute nationale, en fait. Ouais. C'est quelque chose qui va permettre aussi de gagner un peu plus de temps. Enfin, il y a des choses que je comprends pas. Et moi, il y a un truc aussi que j'aimerais ramener, c'est retourner un peu aux bases, parce qu'on parle de stats, on parle de 400 hectares terrain agricole artificialisé, ouais. On parle de 17 hectares de terrain boisé. En fait, j'ai pas envie de parler de chiffres. J'ai envie de parler d'un truc, c'est la base. C'est que c'est banalisé maintenant de couper des arbres. Mais en réalité, un arbre, c'est de la vie, en fait. Un arbre, c'est petit. Non, mais en fait, je vais passer pour un enfant, mais un arbre, c'est petit, ça devient limite adolescent, il y a une maturité. Un arbre, ça peut tomber malade et mourir. En fait, c'est de la vie. Donc, à quel moment aussi on va non, mais je vois ce que tu veux dire, parce que dans la parole gouvernementale, il y a l'idée aussi qu'on va abattre des arbres, mais qu'on va en replanter d'autres. Mais ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. On ne compense pas. Et on sait bien que ça ne va pas compenser. Non, ça ne va pas compenser, ça, on le sait. C'est des arbres centenaires qu'ils ont commencé à casser. Et donc, du coup, ça ne va pas du tout compenser d'un point de vue carbone. Cet argument-là, il n'est pas du tout solide d'un point de vue réduction des émissions.
Mais après, je suis d'accord avec toi. En fait, les arbres, ce sont des êtres vivants. Mais oui. Et le fait que nous, êtres humains, on a ce pouvoir-là de pouvoir tuer d'autres êtres vivants sans jamais nous poser la question, ça pose aujourd'hui question, en vérité. Et c'est des êtres vivants, mais en plus de ça, ils créent aussi de la vie, dans le sens... En fait, c'est des êtres vivants qui sont nécessaires à l'écosystème qui nous permet de vivre. Et nous, on a ce qu'on a fait avec, depuis les Lumières, en vérité, c'est qu'on s'est détaché petit à petit de l'écosystème naturel qui nous fait vivre, qui nous permet d'être là. Et c'est pour ça qu'on est en pleine crise. Voilà. Et d'ailleurs, une des choses qui va nous permettre aussi de résister plus à l'urgence climatique, enfin ce qui va nous arriver plus tard, c'est bien la nature, c'est les arbres qui va permettre de réduire... C'est pas plus tard, ça arrive déjà maintenant et ça ne fera qu'empirer. Oui, quand je dis c'est vraiment en pleine grosse crise, mais là ça arrive déjà. On parle de sécheresse, on parle de plein de choses. Et alors avant de repartir sur le volet urbanistique, Yamina, tu es l'autrice du 3e rapport du GIEC, tu as peut-être l'impression qu'on ne vous écoute vraiment pas. Ben, moi, je trouve un petit peu regrettable qu'au pays des Lumières, la science ne soit pas prise en considération quand il y a décision politique. Au niveau européen, on parle souvent de science-based policy making. Il se trouve que dans le cas de ce projet-là, c'est en contradiction, même l'autorité environnementale, l'avis de l'autorité environnementale n'est pas en faveur du projet, mais les autorités continuent à aller dans ce sens-là. Et ça, c'est vraiment très dangereux de discréditer de cette façon-là la parole politique, la parole scientifique par le politique, parce que après, qu'est-ce qui va se passer? Sur quelle base allons-nous pouvoir discuter? Donc chacun va aller défendre ses intérêts. Si vous voulez, la science, c'était un peu le dénominateur commun que l'on pouvait avoir, qui est où les intérêts individuels n'interviennent pas, les intérêts particuliers individuels n'interviennent pas. Et le fait que les politiques font de la politique en totale contradiction avec ce que dit la science, ça, les conséquences de ça vont être très graves à l'avenir. En fait, il faudrait que les scientifiques aillent au pouvoir, un peu, pour que dans le monde parfait. Qu'ils soient consultés, ils le sont en l'occurrence, ils sont consultés, ils sont écoutés. Dans quelle mesure ça se traduit après par une réalité En fait, votre blague, elle est bonne, mais justement, en fait, comment dire, il y a une légitimité. Pardon, je sens que mécaniquement, je vais me retrouver être un peu le pro à 69 de l'histoire, mais mais c'est pas justement. Pour remettre la question, je pense qu'il y a un truc qu'on oublie là un peu dans la discussion, c'est qu'il y a une question de calendrier et d'un projet qui a déjà été voté, décidé, budgété. Donc, et que en fait, j'ai envie de dire, moi je suis pas militant et je pense que ce projet, c'est un bon moyen là, notamment parce qu'il a une portée nationale, justement d'expliquer pourquoi peut-être il faut reposer ce type de projet-là sur la table et pourquoi, je veux dire, si celui-là est amené à aller au bout, qu'on ne refasse pas ce même type d'erreur. Et notamment du fait de reprendre les arguments un par un, que peut-être les procédures qui ont amené, parce que là il y a eu des procédures avec des enquêtes publiques et il n'y avait pas eu comment dire, la portée que ça a aujourd'hui. Donc on voit aussi que le temps long sur lequel ce type de projet s'inscrit, c'est-à-dire que ce projet, on sait qu'il date, les premières réflexions je crois il y a 30 ans, et puis bon, avec procédures qui sont super longues, font que il a été conçu, si je peux dire, dans un autre monde, avec d'autres façons de penser et d'autres projets aussi qui sont associés à ce projet-là. C'est-à-dire que, encore une fois, pour les acteurs locaux, la 69, c'est en fait un élément d'un projet plus global, d'une certaine vision économique. Et donc, c'est cette vision-là qu'il faut attaquer, ou en tout cas remettre en question, pour qu'on n'ait pas affaire, je dirais, aux mêmes crises graves dont tu parles. Enfin, je veux dire, ce que tu racontes sur là où on en est, de la crise démocratique autour de ce truc-là, c'est dommage. C'est-à-dire que les projets d'aménagement ne devraient pas arriver à ce type de confrontation, quoi. Mais là, en fait, le souci, c'est le souci d'incohérence politique. C'est le président de la République qui disait, si je me souviens bien, en septembre, que nous avons un objectif de réduire nos émissions et donc que nous n'allons pas mettre en place des infrastructures qui nous enferment dans plus d'émissions. C'est dans le cadre de la planification écologique. Voilà. Donc, en fait, on ne peut pas dire ça en septembre et puis après avoir un gouvernement qui soutient ce projet-là parce que
pour des raisons historiques, c'est quand même, ça remonte à 30 ans cette histoire. Donc il y a 30 ans, même le savoir le scientifique n'était pas là où on est aujourd'hui sur la question climat. Et moi, je trouve que c'est très bien que les citoyens s'en emparent. Et le fait que les citoyens s'en emparent, c'est peut-être le seul aspect qui montre pour moi que la démocratie française est encore une démocratie vivante, qui est en vie encore, parce que les citoyens informés, ils l'ont déjà démontré quand on a eu la Convention citoyenne pour le climat. Un citoyen bien informé, c'est un citoyen qui prend des décisions, qui demande à ce que la décision politique soit basée sur la vérité scientifique et pas sur une prétendue décision prise il y a très longtemps, il y a 30 ans, qui n'est plus valable aujourd'hui. Alors, je fais une petite pause des citoyens toniques et informés. Il y en a plein qui nous ont rejoints là sur le chat. Il y a notamment Gibon qui dit je suis Gibon. Salut Gibon. Qui dit je suis un écureuil du GNSA qui est resté avec Thomas Braille dans l'ensemble de son combat. Le sujet de l'A69 doit être un exemple de changement majeur politique, de changement politique majeur. Je vous embrasse aussi fort que je vous aime et je remercie toutes les personnes sur ce plateau. Vous pouvez leur transmettre de ma part, c'est fait Gibon. Merci. On vous embrasse. Un gros bisou. Et on a quoi? MCH qui dit l'État fait du greenwashing. L'écologie c'est bien tant que ça rapporte. Avec ce genre de vision, on va juste droit dans le mur. Est-ce qu'en construisant des autoroutes, on va dans le mur? Est-ce que les autoroutes, elles ont encore leur place dans l'aménagement du territoire? Les infrastructures routières, de manière générale, on va dire, parce que les autoroutes, ça serait un peu réduire le débat. Disons que en fait, le problème de l'aménagement du territoire, c'est que c'est lié à un territoire donné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une réponse comme ça globale, dire c'est fini, on ne fait plus jamais de route et c'est terminé. C'est faux. C'est-à-dire fonctionne pas comme ça. Donc non, évidemment. Donc il faut, en fait, chaque cas fait l'objet, évidemment, et c'est déjà le cas et c'est super encadré et tout le monde, je crois, dans la sphère de l'aménagement du territoire. Mes confrères essayent de bien faire leur travail. Le problème, c'est que justement à chaque localité, ces configurations à la fois territoriales, géographiques, mais aussi politiques, et donc les prises de décision, elles se font à chaque fois comme on peut, j'ai envie de dire, avec ce qu'on peut. Et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que moi, dans mon travail, il m'arrive de rencontrer des territoires sur lesquels, oui, il arrive qu'une infrastructure routière, elle soit malheureusement nécessaire. Dans quel type de cas? Par exemple, tout à l'heure, je parlais des petits centres-villes en dévitalisation. Ils sont parfois en dévitalisation directement parce qu'ils sont traversés par des milliers de camions qui, en fait, les empêchent de faire quoi que ce soit sur leurs espaces publics de centre-ville. Quand vous avez un camion qui passe toutes les 2 minutes, ça arrive dans les petites villes. C'est juste impossible. Vous avez un bruit, une nuisance qui est juste intolérable. Et donc, quand on veut penser ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, tout ça, c'est-à-dire que habiter un petit quartier où on va faire à la fois, on va produire, on va travailler, on va jouer parce qu'il y a un parc, parce qu'il y a ses copains, parce qu'il y a, bref, une vie de quartier. Se soigner, socialiser en 15 minutes. Vous avez des camions qui passent toutes les 2 minutes, c'est pas possible. Donc dans ce genre de cas, il peut arriver qu'effectivement un petit bout de route, donc vraiment de côté, parce que je veux rester sur le côté infrastructure routière, pas juste une petite rue, mais une vraie infrastructure routière un peu structurante, soit nécessaire. Ça peut arriver. Moi, je travaille avec des villes de ce type-là. Mais dans ce cas-là, on a un travail sur le foncier drastique pour justement limiter l'étalement urbain, et puis on a un travail de projets sur les territoires cibles, c'est-à-dire le centre-ville, par exemple. La 69, j'ai pas trop l'impression qu'on soit sur ce cas-là. C'est-à-dire qu'on est plus dans une logique, effectivement, de périurbanisation de l'agglomération Castres-Mazamet. Et c'est un peu ça la question qui est posée pour moi. C'est que cette vision-là, est-ce qu'elle est encore à jour aujourd'hui? Au-delà, je dirais, de la question démocratique qui n'est pas trop mon sujet. Gibon, il pose la question, il dit alors pourquoi ne pas rénover la totalité de la nationale déjà existante? 2 fois 2 voies, 110 km/h, 13 minutes de gagné. Oui, il y a le projet Une autre voie de Karim Layani qui fait pas mal parler de lui, qui est effectivement une sorte de contre-projet. Oui, on peut penser plein de choses. Le truc, c'est que tout ça, c'est super. Hein, je le connais pas, Karim Layani, je le connais pas directement, mais j'ai vu son travail et c'est du super boulot. Mais le truc, c'est que c'est des contre-projets. Et en fait, c'est pas celui qui a été voté. Exactement. Les hommes et femmes politiques sont des gens qui sont élus par ailleurs. Exactement. Dans leur territoire. En fait, il y a 2 questions. Il y a la question du militantisme, à laquelle on peut s'associer ou pas, chacun est libre. Et puis il y a la question de où on en est politiquement sur le territoire. Et aujourd'hui, peut-être que dans des prochains mandats, ça sera porté par d'autres élus
mais aujourd'hui c'est pas ça qui est porté. Donc voilà, peut-être que dans les municipales, les prochaines, je sais plus quand c'est, bref, mais peut-être qu'à ce moment-là seront adossés à ça un projet qui ressemblera à celui de Karim Laïni, qui au demeurant est un projet très large, qui touche. Donc c'est autre chose, mais oui, évidemment qu'il y a d'autres choses qui sont possibles, évidemment. Yamina, je te voyais tiquer. Moi, je pense que le fait que des citoyens s'emparent du sujet et veulent changer la donne, encore une fois, je pense que c'est un bon signe d'un point de vue démocratique. Parce que la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est nous, c'est les citoyens. Et donc, on a juste délégué notre pouvoir à des élus. Ben, si les élus sont enfermés dans des décisions qui ne sont plus adéquates avec ce qui se passe aujourd'hui, nous, citoyens, on devrait trouver le moyen de reprendre ce pouvoir-là. C'est ce que font les citoyens. C'est comme ça que j'interprète, moi, l'action des activistes. Parce que telle qu'elle est organisée, la démocratie française aujourd'hui, il n'y a pas d'autre possibilité pour les citoyens, en vérité. Quelle est la proposition que l'on a à offrir aux citoyens pour intervenir dans un projet comme celui-là, où quand on nous dit tout est ficelé, il y a la légitimité démocratique, etc. Mais c'est une crise de démocratie locale en fait. Voilà. Et donc du coup, moi si j'avais été, moi je suis pas une élue, mais si j'avais été une élue locale, j'aurais saisi la brèche et pour ouvrir justement, pour avoir peut-être au niveau local déjà commencer avec une réorganisation de notre démocratie qui est nécessaire pour justement prendre en compte, moderniser les institutions, moderniser la prise de décision démocratique et politique. Mais c'est pour ça qu'en fait ce projet-là pose, au-delà de la question environnementale, etc., en vérité c'est un projet qui pose la question de démocratie en France. Le problème c'est qu'on en est à un point où Thomas Braille a dû faire la grève de la soif et limite a sacrifié sa vie pour pouvoir justement, tu disais, échanger avec le gouvernement et reposer le projet. Et pour parler de tous les points, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est pas nécessaire? Sauf qu'on lui a promis qu'on allait arrêter pendant 3-4 jours, par exemple, la coupe d'arbre, chose qu'ils n'ont pas faite en fait. Et c'est là où on voit qu'en fait ils veulent même pas parler, ils veulent pas donner la parole en fait à la population. Enfin, donc ils l'ont donné, mais en réalité ils l'ont donné. Il y a eu je pense qu'il y a eu des réunions qui ont été faites avec les habitants, tout ça. Ils l'ont peut-être pas en fait suffisamment donné. Enfin, c'est un peu ça. À leur manière. Ouais. Ça ne te convainc pas du tout, Maxime, il me semble. Non, c'est juste que... Pardon. non, peut-être effectivement ma tête suggère ça. Non, c'est juste que c'est des sujets graves. Et puis... non, pour moi, il y a vraiment deux sujets. Il y a la crise, la micro-crise démocratique sur ce sujet-là, qui est clairement un sujet, qui est particulièrement celui dont tu parles. Et puis pour moi, il y a le sujet d'aménagement du territoire. D'aménagement du territoire, c'est-à-dire que est-ce que le projet est un bon projet en fait tout simplement? La fonction même de l'autoroute, c'est de fluidifier. Qu'est-ce que ça va provoquer? Qu'est-ce que ça provoque une autoroute? On dit que ça fluidifie le trafic. Il y en a d'autres qui disent qu'en réalité, pas vraiment, que ça augmente les temps de trajet. Il y a ce qu'on appelle le paradoxe de Brest. Le paradoxe de Brest, c'est le fait que quand on a une route saturée, construire, augmenter la capacité de cette infrastructure, là en l'occurrence c'est un peu ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a la route nationale qui est un peu saturée et donc on construit une autre infrastructure. Et en fait, le fait de construire une nouvelle infrastructure, effectivement peut-être pendant un certain temps peut un peu désaturer le système, mais en fait à long terme va en fait le sursaturer, et notamment du fait d'où vient ce nouveau trafic. Il vient pas de nulle part. Je dis mais c'est pas possible. Mais en fait ça vient justement du fait de ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire de la libération du foncier autour des infrastructures et aussi des effets d'aspiration. C'est-à-dire que vous avez du coup des gens qui vont passer par là, qui avant ne passaient pas par là, qui ne sont pas nouveaux sur le territoire, simplement ils vont changer peut-être en des mots simples, dire que l'autoroute ne va pas résoudre le problème du trafic. Oui. Sur le long terme, ça ne va pas le résoudre. Sur le long terme, oui. Sur le moyen terme déjà.
Après, je suis passé moi plusieurs fois sur cette nationale, j'ai jamais vu des bouchons ou quoi. Après, peut-être, mais je sais que Thomas Braille. T'arrives au mauvais moment. Enfin, Ouais, dès qu'ils savent que tu arrives, ils disparaissent en fait. Tu arrives avec un gyrophare. Une question dans le chat. Il y a Bruck qui demande est-ce que la création d'autoroutes ne risque pas de périurbaniser Castres et Mazamet avec tout ce que ça apporte, grande zone pavillonnaire, des travailleurs de Toulouse, création de zones Ça sera l'une des conséquences qui en fait. engrange encore plus d'artificialisation indirecte. C'est un problème aussi d'habitat pavillonnaire effectivement. Tout à fait, exactement. Qui est un modèle qui est peut-être un peu dépassé, c'est ça? Si, ça fait plaisir, parce que, mais non, on l'a dit en début d'émission, alors peut-être il arrive en cours d'émission, mais oui, et puis, mais c'est vrai que c'est agréable de voir que en fait, c'est de plus en plus une logique qui n'est pas forcément évidente, parce qu'en fait, quand on a tendance à attaquer des projets écocides, on a tendance à les attaquer justement sur leur côté purement écocide. Et en fait, je pense que c'est non pas une erreur, mais disons, je pense que c'est un bout de la lorgnette. Et je pense que de manière générale, il faut comprendre à quel système économique et d'aménagement est associé le projet sur le temps long. Et c'est ça qui est important, et c'est exactement ce que décrit l'auditeur. Alors, est-ce qu'il faut plus de routes? Comment ça? Je comprends la question. Il y a pas mal de gens dans le chat qui disent il faudrait commencer par d'abord rénover les routes existantes. Est-ce qu'il faut construire des nouvelles routes? Est-ce qu'il faut rénover le réseau? Il y a plusieurs sortes de réseaux. Oui, ça dépend en fait où, comment. C'est vraiment au cas par cas. Ouais, c'est ça. C'est territorial en fait. Et après, il faut quand même la chose la plus importante, c'est d'arriver à faire de l'aménagement du territoire digne des objectifs qui peut répondre aux contraintes du 21e siècle. Parmi les contraintes du 21e siècle, on a la question environnementale, mais pas seulement. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on fait. Donc, on continue à faire de l'aménagement du territoire comme on le faisait dans les années 70-60. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette autoroute aujourd'hui remise au goût du jour. Peut-être que ce qu'on pourrait faire aussi, c'est rénover, mais surtout faire des routes pour plus de... Enfin, pas faire des routes, mais dans le sens où on peut développer des transports en commun un peu plus. Oui. Il y a Technomotrice qui nous dit dans le chat qu'il faut remettre le réseau ferré. Oui, on manque de ferré. Oui, évidemment. Alors, c'est que, en fait, la mobilité pour on n'attend pas de réponse oui/non. Enfin, je suis d'accord. Non, mais c'est ça. Non, mais je te provoque un peu. La question du ferroviaire, c'est verticale. C'est en fait ça. C'est-à-dire on a tendance un peu à opposer deux types de mobilité. C'est-à-dire une mobilité motorisée individuelle. Où vous prenez votre véhicule au pas de la porte et puis vous faites du porte-à-porte. Et puis une mobilité un peu plus effectivement complexe d'un point de vue d'aménagement du territoire, mais qui va être à la fois le ferré, mais toute la mobilité transport en commun associé aux piétons et au vélo. Et tout ça est relativement, enfin, en tout cas, tend à pouvoir être pratiqué de façon un peu fusionnée, en tout cas, voilà, multimodale. Et donc, c'est vrai que c'est ces deux visions-là de la mobilité qui s'affrontent. Après, dans les territoires, et notamment dans les territoires globalement du type de Castres-Mazamet, et en l'occurrence, là, c'est le cas, vous avez effectivement aujourd'hui une mobilité qui est extrêmement motorisée. On va pas se le cacher. On est sur du domicile-travail. J'ai pas vérifié les chiffres à Castres-Mazamet, mais on est en gros sur ces territoires-là autour de 80% de mobilité motorisée, et même je dirais de mobilité motorisée en voiture. Donc on part de là. Mais est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là? C'est ça la question. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut comme aménagement du territoire? Est-ce qu'on veut des centres-villes dévitalisés, mais effectivement on se déplace super bien en voiture, avec toutes les questions que ça pose, à la fois sur écocide, mais aussi de manière générale sur j'ai envie de dire la tension industrielle derrière ce mode-là. C'est-à-dire que voilà, on sait ce qu'il faut pour produire une voiture, pour produire l'énergie qu'il faut pour déplacer une voiture. Est-ce que tout ça, c'est bien raisonnable? C'est ça la question aussi qui est posée derrière ça. Alors que de l'autre côté, effectivement, on a des projets du type, donc tout à l'heure, je parlais du projet de Karim Layani qui s'oppose directement au projet de la 69, pour citer celui-ci, qui est effectivement basé sur une mobilité de proximité, qui du coup sur les longues distances va plutôt privilégier le ferré. Voilà, c'est un modèle complet en fait, c'est-à-dire qu'il y a un changement, mais il y a plein de gens qui travaillent. Tout à l'heure, je parle de ce contre-projet parce qu'il y a c'est celui qui existe sur ce territoire-là. Mais je veux dire, il y a plein de territoires. Moi, je travaille avec plein de territoires qui travaillent, j'ai envie de dire, dans le bon sens, évidemment. Il y a MCH qui nous dit faut surtout réaménager les territoires en évitant de créer des pôles qui concentrent les travailleurs aux mêmes endroits. Oui, exact. Oui, c'est exact ça. En fait, il faut réfléchir l'ensemble de l'aménagement du territoire, des politiques d'aménagement du territoire. Et peut-être
mettre à nouveau la question de l'aménagement du territoire. Enfin, on n'a plus de ministère ou de secrétariat d'État à l'aménagement du territoire depuis des années. Moi, je ne me souviens pas quand remonte le dernier. Et du coup, en fait, on a confié ça, on a régionalisé ça, mais sans pour autant avoir une véritable coordination. Et puis, il y a cette espèce de concurrence ou de compétition qui n'a pas de sens en vérité entre les régions pour essayer d'attirer des fonds et soi-disant attirer plus de personnes. Et alors qu'en vérité, il faudrait avoir une approche plus globale et réfléchir l'ensemble du territoire tout en répondant, pour répondre justement aux défis et aux contraintes du XXIe siècle. Et c'est pour ça que c'est un peu dommage que le gouvernement ne se saisisse pas de l'opportunité que les citoyens qui contestent l'A69 lui offrent pour ouvrir ce chantier-là, pour un véritable débat démocratique et scientifique sur la question de l'aménagement du territoire, pour justement revoir tout ça. Il y a Gibon qui nous dit on peut grossir une ville en apportant autre chose que des McDo et des centres commerciaux. Oui, alors, mais en fait, on parle pas tant. Oui, ça c'est, je dirais, le parangon, vraiment le Les avis sont très tranchés, voilà, tu sais, dans le chat. Mais en fait, ils sont très bienveillants, mais très tranchés. Je reviens un peu sur ce qu'on disait au début, qui en fait est l'argument des pro-A69. C'est le développement économique. Et les acteurs économiques de grande envergure pour le territoire, eux, ils vont vous dire, mais en fait, vous rigolez. Sur le territoire, on est obligé, si on veut apporter des emplois, d'avoir des entreprises qui vont occuper des fonciers importants, qui ont besoin de pouvoir venir en camion, qui vont effectivement générer pas mal d'emplois. Et donc, derrière ça, c'est un peu, j'ai envie de dire... vain de répondre par bah oui mais on va faire autrement mais on sait pas trop comment. Donc il y a un moment il faut qu'on arrive, mais là je dis ça pour moi aussi en tant que praticien, il faut qu'on arrive collectivement à proposer un autre modèle économique qui effectivement est adapté à la mobilité dont on parlait tout à l'heure et donc à ne pas faire par exemple ce type de projet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'on est capable d'offrir autant d'emplois dans les petits centres-villes, dans des métiers qui vont pouvoir remplir des petites surfaces qui auront peut-être pas forcément besoin d'avoir des camions et des employés qui vont venir de 45 minutes à la ronde, parce que c'est ça la question, hein, c'est comment accèdent les employés, c'est ce genre de choses. Et donc il faut travailler sur toutes ces questions-là. C'est pas juste, en fait, il n'y a pas que des McDo, quoi. Il y a aussi, on va dire, la bonne entreprise qui veut juste s'installer un peu, s'agrandir, et s'agrandir, elle n'a pas de place dans le centre, donc bon voilà, c'est ce genre de choses. Dans une interview que tu as donnée à un confrère de France 3, tu as cité l'exemple de Cahors, qui est loin d'autres métropoles, et pourtant ça marche bien. Oui. Ce que je disais de ton interview, alors pardon, je vais te faire un peu répéter la même chose, mais je trouvais ça intéressant. C'est l'analyse globale qui est faite, c'est qu'elle a bénéficié de son éloignement, qui a créé un pôle de vie autonome. Pas que. Il y a aussi en fait, Cahors a une géographie très particulière puisqu'elle est prise entre des vallées, quoi. Enfin, et donc en fait, elle peut pas s'étendre. Mais enfin, c'est plus compliqué. Et donc c'est souvent cité parce que je sais pas si c'est encore vrai dans les derniers chiffres, mais pendant longtemps, c'était la ville avec le moins de sa taille, avec le moins de vacances commerciales. Les vacances commerciales, c'est quand les commerces sont vacants. C'est pas les vacances. Et, ils sont fermés. Ils sont fermés, exactement. Et en fait, c'était la ville qui en avait le moins dans sa taille, elle était en dessous de 5%, c'est un peu comme le chômage, hein. La vacance commerciale, quand vous descendez en dessous de 5%, on appelle ce que la vacance incompressible, c'est-à-dire que c'est juste les commerces qui se renouvellent, c'est la même chose. Et donc, et pourquoi? Parce que effectivement, elle était à la fois un peu loin, c'était son propre pôle, et elle s'était pas développée autour, donc pas trop autour d'infrastructures routières. Et notamment, il n'y a pas de circulaire, de périphérique autour de Cahors. Et il y a une autoroute qui passe à 15 minutes à peu près en voiture. Il y a Kyle qui nous a rejoint. Salut Kyle, t'arrives en retard. Oui, t'arrives très en retard, mais bienvenue quand même. Et il y a Argos qui dit tout à fait d'accord avec Amina. Avant de se demander s'il faut une autoroute, il faut se demander quels sont nos besoins et sont-ils en accord avec les enjeux écologiques. Oui, parce que en fait, par exemple, dans l'allocution du président de la République, il avait dit que lui, il aimait la bagnole, qu'il adorait la bagnole. On adore la bagnole, il a dit. Voilà, il a dit quelque chose comme ça. T'as peut-être la vidéo de... On peut écouter Emmanuel Macron pour le re-entendre adorer la bagnole. Et moi, je l'adore.
Ah, bon, c'était très très court. C'était très très court. Là. Je crois que Alors, c'est pas. peut-être L'extrait qu'il parlait est peut-être un d'autre peu chose. plus long, il me semble. Ouais. Bon, c'est pas grave. Voilà. Pardon. C'est un peu dommage parce que, en fait, d'abord, ce qu'il adore et ce qu'il aime pas, le président de la République, c'est pas trop notre problème, quoi. Ça, C'était une manière, je pense, de dire qu'il n'était pas contre les automobilistes. Voilà. Et après, l'autre chose, ce qu'on attend d'un président de la République, c'est plutôt de travailler, de mettre en place les politiques qui répondent aux besoins du citoyen. Et le besoin du citoyen, ce n'est pas un besoin de voiture. Le besoin de la voiture est devenu un besoin, si vous, enfin, est conçu comme un besoin. Parce que, en raison des politiques d'aménagement du territoire et des politiques de l'industrialisation de la voiture, etc. On en est devenu dépendant. Voilà, on a créé une dépendance à la voiture. Aujourd'hui, on a suffisamment de preuves scientifiques comme quoi c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces. Et il se trouve que cette chose-là qui a été créée de toutes pièces à partir des années 60 en Europe et un petit peu avant aux États-Unis, cette chose-là pose un véritable problème sur le plan écologique, même si on va passer à la voiture électrique, parce que le président de la République, dans le plan en transition, le président promet 1 million de voitures à la fin de son quinquennat. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 38 millions de voitures. Donc si on a 1 million de voitures par quinquennat, je vous laisse faire le calcul pour passer à la voiture électrique, qui n'est pas toute seule la solution. On aura toujours besoin de voitures, mais si on remplace le stock actuel de voitures par des voitures électriques, ça, on va droit dans le mur. Alors qu'en fait, un président de la République, ce qu'il aurait dû dire, à mon avis, c'est que son rôle à lui, c'est de travailler sur le besoin des citoyens. Donc, on a un besoin de mobilité. Et président de la République, moi, citoyenne, ce que j'attends plutôt de lui, c'est de dire je vais mettre en place les politiques pour répondre à votre besoin, vous, citoyens, de mobilité. Après, ce besoin-là, il peut être satisfait de préférence avec des solutions qui sont les moins polluantes possibles, les moins écocides possibles, au lieu d'entendre un président de la République me dire qu'il adore la voiture. C'est un petit peu dommage. Non, moi c'est un coup de gueule encore. C'est juste, j'ai l'impression que ce sont des enfants, quoi. Enfin, non mais c'est vrai, j'aime la voiture. Enfin, genre, mais sérieux, quoi, on en est où, genre? C'est un joujou. Ouais, non, mais moi, à part critiquer, franchement, là, je sais pas quoi dire. Il y a Ronan qui dit dans le chat, on aime le pinard aussi. Ah voilà. Ouais, voilà. Bah nous, on aime la nature, on aime la vie. Enfin, je sais pas, dans ce cas, tu vois, ça fait pas évoluer la chose, quoi. Disons que ça parle du rapport du territoire français, pardon, hein, mais cette histoire-là, qu'effectivement, c'est un peu fou d'arriver à dire un truc comme ça, mais ça parle du rapport du territoire français à la voiture. Pas que français d'ailleurs, hein, en fait, c'est une problématique qui est mondiale quasiment. Ouais. Mais c'est clair qu'il y a un vrai sujet. Moi, je travaille tout le temps sur des territoires où effectivement, en fait, vous savez, l'ensemble des administrés qui sont dépendants en fait de la voiture et qui en ont souvent besoin, c'est-à-dire qui ont même organisé leur vie autour du fait qu'ils peuvent aller à 30 minutes, voire parfois plus en voiture d'une certaine façon, et que ce modèle-là, pour eux, il est perçu comme non pas durable, mais pérenne à titre personnel, c'est-à-dire qu'ils ont leur emploi à tel endroit, leur maison à tel autre, et c'était ce qu'on avait promis qui était possible en fait, c'est-à-dire qu'en fait d'un coup on est dans un renversement où on dit bah non mais en fait ça va être compliqué mécaniquement de plus en plus, et en fait il y a un vrai j'ai envie de dire, c'est un peu le problème aussi sur la 109, c'est que ça va trop vite, c'est-à-dire que les territoires sont pris dans une logique qui est trop rapide pour les calendriers des prises de décision typiques à 69, et aussi pour les habitants, et qui sont face à quelque chose qui en fait il faudrait des changements à titre individuel qui sont extrêmement rapides et qui sont compliqués, et c'est ça pour moi, c'est ça qu'on entend quand on entend le président dire j'adore la bagnole. Oui, mais pour moi la meilleure chose à faire, c'est aussi d'assumer en fait, et d'agir par rapport j'ai perdu les termes, mais je veux dire... en le disant, un président de la République, quand il dit quelque chose, c'est qu'il l'assume. Non, alors pas ce genre de conneries. C'est une parole politique. Non, je crois que tu veux dire d'assumer l'inverse. D'assumer qu'en fait on a eu tort en fait. En fait, de partir du constat. Bah voilà. Le constat, il n'est pas responsable du constat. L'erreur est humaine. Enfin, c'est tout le monde, c'est le monde entier. Mais par contre, dire que j'aime la voiture et d'aller dans le sens de la voiture aujourd'hui, ça c'est une erreur d'Emmanuel Macron.
il hérite d'une erreur qu'il poursuit, quoi. C'est ça. Alors que ce qu'on attend de lui, c'est plutôt, et surtout quand il, en fait, c'est pas très cohérent avec ce qu'il disait auparavant quand il dit je vais mettre en place un plan transition écologique à la française, etc. Si le plan de transition écologique à la française c'est plus de bagnole, il n'y a pas de transition, on reste dans la bagnole, quoi. Bon, il y a dans le chat, tout le monde est d'accord avec vous. Hein. Il y a Ronan qui dit Macron dit beaucoup de conneries. C'est président de la République quand même. On est sur le service public. Que la vape, Nassoum, est-ce qu'il faudrait également changer le besoin des citoyens, car la voiture est une réponse aussi à un besoin, comme celui d'avoir une maison, de fuir les prix, l'agitation des grandes villes. C'est peut-être le débat autour de l'habitat pavillonnaire ou non. Kael qui nous dit les grands discours vides, c'est la spécialité de Macron. Ça serait quoi, pour répondre aux enjeux que pose la crise climatique, comment on devrait aménager le territoire, idéalement? Ok, on a combien de temps? On a exactement 9 minutes. 9 minutes. Non, mais ma question est très large, mais c'est quoi les grands axes, quoi? Il y a du travail. Qu'est-ce qu'il faudrait arrêter de faire, par exemple, qu'on pourrait arrêter de faire? Ok, je vais reprendre la première question si ça vous embête pas. Si ça t'embête pas. Non, mais il y a déjà du travail qui est fait. Je veux dire, c'est pas que ce qu'il faudrait faire en fait. On travaille déjà. Quand je dis on, c'est toute la sphère de l'aménagement du territoire. Et on travaille déjà dans le sens quand même de développer les transports en commun, de développer la mobilité piétonne partout où c'est possible, et aussi y compris dans des petites villes. Hein. C'est pas que un truc entre guillemets de bobo urbain, hein. C'est-à-dire on le fait partout, on y arrive, il y a vraiment des gros progrès qui sont faits, en tout cas qui tendent à être faits, et donc voilà, donc tout ça on le fait, on contrôle de plus en plus l'étalement urbain, enfin je veux dire on essaye d'infléchir les choses dans le bon sens. Après qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faire tout ça encore plus, je pense, tout simplement. Moi, je pense qu'il y a au moins 2 mesures faciles à mettre en œuvre. C'est, on fait des études d'impact environnemental, mais en fait, aller encore plus loin dans ces études-là. Et par exemple, dans le cas de la 69, l'autorité, le rapport d'impact n'est pas en faveur de la 69. Comptabiliser, en fait, voir réellement l'impact environnemental, et pas juste carbone, mais l'impact environnemental en considérant la biodiversité, etc., des projets, et arrêter de subventionner avec de l'argent public les projets qui ont un impact environnemental négatif. Si on arrête de subventionner ces projets-là, il y a beaucoup de projets n'iront pas jusqu'au bout, n'existeraient même pas sans l'aide publique. Et à ce moment-là, les acteurs locaux vont commencer à réfléchir, parce qu'en vérité, c'est une réflexion qu'il faut avoir au niveau local, territoire par territoire. On ne peut pas la dicter à partir de Paris. Mais pour faire ça, il faut arrêter de mettre encore de l'argent, et donc, si vous voulez, de l'huile sur le feu, vu du côté des activistes, dans des projets qui vont à l'encontre de la question environnementale. D'autant que c'est un concessionnaire, c'est un opérateur privé qui va récupérer le... Voilà, comme toujours. Donc on met de l'argent public pour des opérateurs privés qui vont récupérer le projet après. Ça va pas du tout. Il y a beaucoup de personnes dans le chat qui, je suis désolé, on va y revenir même peut-être juste une minute, qui parlent du fait qu'on a supprimé pas mal de petites lignes de chemin de fer pour des petits trajets. Il faudrait y revenir à ça? Très probablement. Ça n'est qu'un problème. Et en fait, le fond de la question, c'est est-ce que tout ça, ça n'est qu'un problème économique ou ça témoigne d'une vision particulière? Oui, non, mais en tout cas, c'est sûr que l'investissement dans le ferré, c'est. Il y a Cayon qui dit essentiel. Il y a quelques décennies, la France était numéro 1 en termes de kilomètres de rail, et depuis l'Allemagne nous a dépassé de loin. Alors les trains allemands sont souvent en retard. Parce qu'ils ont tout privatisé. Effectivement, ça serait un projet, notamment dans une logique de réindustrialisation. Ça serait un type de projet quasiment national d'être dans cette optique-là. Oui, effectivement, c'est très intéressant. Et il y a quoi? Alors, je n'arrive pas à lire ton pseudo parce que je suis myope. Oui, pardon. Il y a Cris5 qui dit on parle beaucoup des villes, mais 80% des communes ont moins de 3000 habitants. Ça concerne notamment 30% de la population. Ça représente une quantité de trajets énorme. Oui, mais pardon, c'est vrai que j'ai aussi dit bourg tout à l'heure, mais bien sûr qu'on travaille aussi avec, quand je dis petites villes, ça inclut même, là on est sur des villages à moins de 3000 habitants, mais d'ailleurs, je ne vais pas faire le porte-parole là encore, mais il y a un petit dispositif qui s'appelle Village d'avenir qui est en train de sortir. Tu peux en parler, c'est quoi Village d'avenir? C'est un dispositif qui vient d'être décidé par le gouvernement et qui aide les petites villes de moins de 3000 habitants qui ont candidaté, je crois que c'est déjà
fermé, il me semble, les candidatures. Bref, à justement porter de l'ingénierie pour concevoir des projets qui soient des projets qualitatifs pour ces petits bois. Yamina, Rossé, je vois que l'heure tourne. Hein. Quel tiroir on n'a pas encore ouvert sur ce thème-là ? Je ne sais pas quel tiroir on n'a pas encore ouvert. Je pense que c'est surtout qu'on n'a pas vraiment de réponse, parce que comme c'est une crise de la démocratie, on ne peut pas répondre à la crise de la démocratie, nous trois, en une heure. Donc il faudrait, je pense, repartir de cette question-là. Et encore une fois, ça serait vraiment bien que le gouvernement sorte par le haut en ouvrant le débat et en saisissant l'opportunité de l'A69 pour justement être plus inclusif dans la décision démocratique, plus inclusif des citoyens et avoir des décisions, la possibilité de remettre en question certaines décisions qui ont pu être prises une fois que la science a avancé, une fois que c'est contredit par la science. Il y a Kyle qui nous dit depuis des années, on regarde tout sur le seul prisme de la rentabilité économique, mais on ne regarde pas l'utilité publique. Pour moi, un service public ne doit pas être forcément rentable. Il doit amener un service nécessaire pour le bien commun. Tant que les politiques actuelles n'auront pas compris ça, on continuera à aller dans le mur. En fait, là, il faut voir ce qu'on met derrière le mot rentable, parce que l'autoroute, en l'occurrence, elle n'est pas rentable. Elle doit même être subventionnée parce qu'elle ne sera pas rentable. Donc en fait, c'est pas la rentabilité directe de... Elle ne sera pas rentable à terme ? Non, en fait, il n'y aura pas assez de trafic dessus, donc c'est pour ça qu'il y a une subvention de 20 millions d'euros. Mais pourquoi un opérateur privé vient ? C'est logique de concession, c'est-à-dire que ça tient compte de la subvention publique. Et non, la rentabilité, elle est à penser justement, enfin en tout cas les acteurs qui soutiennent l'autoroute, ils pensent que à terme, en attirant des entreprises, mais effectivement des entreprises basées sur une mobilité motorisée, on va développer d'un point de vue économique et donc pour eux public le territoire. Mais encore une fois, ça dépend de quelle logique, qu'est-ce qu'on vitalise pour qu'est-ce qu'on dévitalise en face, et en l'occurrence les territoires denses. Il y a un de nos viewers qui répond à un autre, c'est Nassoum qui répond à MCH, pardon, salut MCH, et salut Nassoum, donc qui parle depuis tout à l'heure autour de l'idée de regrouper par pôle, et Nassoum dit oui, mais si tu déconcentres, il répond à MCH, tu forces à développer des solutions de transport. C'est un peu le paradoxe, plus tu centralises, plus tu peux développer des solutions de transport écologiques, plus tu décentralises, plus tu peux rebâtir des solutions immobilières écologiques. C'est vrai ou c'est faux ? Ou c'est entre les deux ? En fait, c'est là où l'urbanisme, c'est pas que de la théorie. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait discuter comme ça pendant des heures. En vrai, à un moment, faut prendre... C'est un territoire, on l'étudie, et qu'est-ce qui est bien sur ce territoire ? Qu'est-ce qui est bien sur ce territoire ? Qu'est-ce qui est réseau à lui, ferré, routier, on peut pas juste penser comme ça. Et effectivement, les deux sont défendables. Une logique de pôle, si elle est associée à de l'habitat aussi proche et donc à une mobilité de proximité, franchement, ça marche très bien. Et effectivement, décentré, mais là encore, si c'est dans une logique de proximité, ça peut très bien marcher. Donc, à chaque territoire sa solution, et il faut affiner, il faut donc consulter dans ce cadre de petite crise démocratique locale, donc petite grande. Il y a Gibon qui dit si l'autoroute n'est pas rentable, c'est le contribuable qui paiera une deuxième fois l'autoroute. Bon, ça je ne sais pas. Et Ronan nous dit qu'il est tellement écolo qu'il a une chaudière au fioul. Bon, merci Ronan. Et non, MCH qui dit voilà, c'est au cas par cas. Leur tourne, le mot de la fin. Rosé, le mot de la fin. Bon, écoutez, je pense qu'on a un gouvernement qui écoute plus les industries et leur intérêt que la population. Et après, je fais que de répéter ce que tout le monde répète. Donc voilà, je vais arrêter, je sais pas trop quoi dire de plus. Donc tu nous fais part de ton dépit, de ta déception, et puis peut-être un peu d'espoir aussi, non ? Il y a des trucs à faire ? La lutte continue, comme j'ai pu voir, où c'était tagué sur la ZAD. C'était le mot de la fin de Maxime. Yamina ? De Rossé. Pardon, de Rossé. Maxime, que t'as mal. Je vous ai dit, il y avait Rossé partout. Désolé, pardon. Moi, je pense que c'est très bien qu'il y ait eu cette action citoyenne en ce qui concerne l'A69. Et c'est aux politiques de saisir cette opportunité-là pour justement ouvrir un débat démocratique là-dessus et pour qu'on construise sur de nouvelles bases. Parce que ça, c'est juste, on va dire, c'est un petit projet par rapport à toutes les transformations que l'on doit faire. Et on ne peut pas continuer, on ne pourra rien construire si on continue avec des réponses comme celles qu'on vient d'avoir pour l'A69. Merci Amina. Maxime, le mot de la fin.
Oui, effectivement, je pense que c'est vraiment un bon moment pour exposer des problématiques d'aménagement du territoire qui sont essentielles, enfin, je veux dire, dans la pensée la collective pour préparer l'avenir. Voilà, on a là un créneau pour expliquer à des gens des choses qui sont assez complexes, et je pense que voilà, c'est important, et en souhaitant qu'on arrive à faire mieux les autres fois. Ce sera en tout cas l'occasion d'en reparler tous les trois si vous avez aimé ce moment. Merci Avec à plaisir. vous tous dans le chat, c'est la fin de ce stream. Merci Ronan, merci Gibon qui a beaucoup causé, merci Chris5, merci MCH, merci Horacio, merci Kyle, merci tous les autres, merci Sylvie qui vient d'arriver. Désolé Sylvie, c'est terminé. C'est la fin de ce stream, merci de l'avoir suivi. Merci à nos trois invités, merci à Hugo à la régie, à Stéphanie au visuel, merci à Mathis à la programmation, merci aussi à Cornélie qui est stagiaire aujourd'hui, qui assistait au stream et qu'on salue, qui est à ma droite et qu'on ne voit pas. On se retrouve mardi parce que lundi, exceptionnellement, il n'y aura pas de stream parce qu'on sera en plein dans les vacances scolaires. Mathis, qui est peut-être dans le coin. Mathis, qui se cachait au fin fond du studio. Mathis, qui est le cerveau de l'émission, qui construit des plateaux en or pour qu'on comprenne tout. Mathis, on a quoi au programme mardi? Je me mets à côté de toi. Oui, viens à côté de moi. Oui, du coup, comme tu l'as dit, lundi, on n'a pas d'émission, pas de stream. On se retrouve mardi de midi à 14h pour notre grand stream. Et on reviendra évidemment sur le conflit au Proche-Orient, et cette fois-ci sous l'angle de l'humanitaire, de l'accès humanitaire aux soins humanitaires à Gaza, qui a peiné et qui peine encore à arriver. Donc on aura différents chercheurs, chercheuses, également des acteurs de Médecins du Monde qui viendront en discuter avec nous. Donc c'est mardi de midi à 14h. Merci, cher Mathis. Alors, tu peux rester. Pour ceux qui veulent revoir le stream, celui de ce midi est dispo dans une minute sur Twitch, sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent prolonger la discussion autour du stream, rendez-vous sur Discord. Julot va mettre le lien. Pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, donc vous retrouvez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Pour l'heure et pour le reste, rendez-vous donc mardi de midi à 14h pour le grand stream du mardi. Pas vraiment de bonheur, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Probablement un bon week-end et à mardi. Salut.